Ça marche. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Romuald, on est bon. Merci beaucoup de votre présence pour ce conseil municipal du 14 avril 2025. Je vais procéder à l'appel. Donc, Cathy Nicolaou-Verdenay, Éric Marchand, Véronique Paco, Gauthier Jiménez, Françoise André, Métine Albera qui est souffrant, il est excusé, il a donné pouvoir à Francette Gibels, Monique Gatier, Patrick Cailleux doit arriver, Roger Vernet va arriver également, Marie-Claire Tellier m'a donné pouvoir, Gilbert Darroux, on lui souhaite un prompt rétablissement, a donné pouvoir à Monique Gatier, Jean-Louis Cormier, Alain Dichand, Didier Devoucou, Francette Gibels, Stéphane Fabre est excusé, à donner pouvoir à Cathy Nicolaou, Sarah Pignolet-Defresne, Céline Goudier-Posva doit arriver, Sandrine Gassier, Anaïs Pelu, March Van Veen, Yann Barou a donné pouvoir à Françoise André, Vincent Vautrin, Jean-Louis Guillon, Bérangère Graillot a donné pouvoir à Éric Marchand, Simon Jacquemin à Céline Goudier-Posva qui doit arriver, Catherine Leflon est excusée, Florence Fontaine est excusée, Frédéric Brochot a donné pouvoir à Michael Guigeot, Angéline Gorini est excusée, Céline Goudier-Posva vient d'arriver avec le pouvoir de Simon Jacquemin, Michael Guigeot et Anatole Sago est excusé. Merci beaucoup, je fais tourner la feuille d'émargement et je vous propose de commencer par le compte-rendu des actes accomplis. Y a-t-il des demandes de lecture exhaustive? Non. Y a-t-il des questions sur les actes accomplis? Non. Je vous propose d'en prendre acte. Merci. Approbation du conseil municipal du 10 février 2025. Y a-t-il des questions sur ce... Oui, Michael Guigeot. Oui, je voulais juste saluer la remise à niveau et l'actualité des PV, c'est vraiment très bien, et ils sont de mieux en mieux sur la retransmission de ce qu'on peut dire, et c'est très complet. Merci au service. Merci à Pascal Aubagnac et l'ensemble des services autour de la direction générale. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle et la reconnaissance y sont pour quelque chose, mais en tout cas... Ah non, mais ce serait tout à fait possible. Mais en tout cas, ça nécessite de toute façon une relecture attentive de nos échanges. Non, je dis ça parce que j'ai testé de voir si on pouvait sortir les PV depuis YouTube et c'était quand même assez compliqué, même avec l'intelligence artificielle. Donc il faut de l'intelligence réelle. Merci à nos équipes, effectivement, qui retransmettent et à ceux qui relisent les PV. Et effectivement, nous sommes à jour, ce qui est une obligation et pour laquelle nous n'avons pas toujours été dans les temps, mais maintenant on a pris un bon rythme. Sur le procès-verbal du 10 février, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc, nous passons à la renonciation d'une succession par la commune. Donc, pour accepter ou refuser une succession, il faut délibérer. Et je vais laisser Cathy nous expliquer le choix de renoncer à la succession de Monsieur Bernard Mercher. Oui, bonsoir à tous. Sans rentrer dans les détails, malgré l'affectueuse pensée de Monsieur Mercher, la succession étant déficitaire, nous proposons au conseil municipal de renoncer à cette succession et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Voilà, le passif étant supérieur à l'actif. Voilà, un passif d'au moins 3 600 € pour un actif de 3 500 €. Donc, même avec rien qu'avec les frais sommaires, nous étions déjà au-dessus de l'actif. Donc, merci néanmoins à Monsieur Mercher d'avoir pensé à la commune comme légataire universel. N'hésitez pas à en faire de même, ou si vous connaissez, c'est un geste de confiance envers la commune d'Autun. Néanmoins, l'intérêt du contribuable commandait que nous ne donnions
pas suite et que nous renoncions à cette succession. Sur cette délibération, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité pour la renonciation. Merci beaucoup. Le rapport de délégation de service public pour notre fourrière automobile, c'est Françoise André. Merci, bonsoir à tous. Donc, considérant que la société Autun Parc Auto exploitant la fourrière automobile par contrat de délégation de service public a rendu son rapport annuel pour l'année 2024. Considérant que le rapport fait état d'une activité en baisse par rapport à 2023, avec l'enlèvement de 101 véhicules en 2024 contre 170 en 2023 et 19 véhicules épavés envoyés à la destruction contre 28 en 2023. Considérant que le coût pour la ville d'Autun a été de 7 883,62 € hors taxes, considérant que la commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 27 février 2025, puis en raison de l'absence de quorum le 10 mars 2025, pour examiner le rapport annuel, il est proposé au conseil municipal, article 1er, de prendre acte du rapport annuel de la délégation de services publics de la fourrière automobile pour l'année 2024. Merci beaucoup. Vous avez le détail, 101 véhicules enlevés et un résultat annuel déficitaire de 30,40 € pour le délégataire de ce service public de fourrière automobile Autun Parc Auto, rue Nicéphore-Niepce, rue Cosette Harcourt plus précisément. Sur le rapport annuel de la fourrière automobile, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Nous en prenons acte à l'unanimité. Le chauffage urbain, il y a deux délibérations, le rapport annuel et l'avenant à la DSP. Donc sur le rapport annuel, vous avez pu le consulter. En 2012-2013, des travaux conséquents ont été lancés pour le site du PASA sur le quartier de Saint-Andoche. Nous avons donc désormais 14 km, 4500 équivalents logements chauffés, 58 sous-stations. En 2023-2024, c'est l'EHPAD de la Croix-Blanche et on remercie la Fondation Partage et Vie d'avoir fait le choix de se raccorder au réseau de chaleur public qui donc s'est raccordé avec une nouvelle sous-station, la 59e. La part biomasse s'est élevée sur la saison de chauffe 2022-2023 à 40%. La part gaz à 25% avec 11% de biogaz et le reste de gaz fossile. Et la part cogénération, donc qui est production électrique à base de gaz, à 35%. Le rendement atteint presque 65% avec un résultat néanmoins négatif de 272 000 € pour le délégataire. Vous verrez qu'on en reparlera du fait de la part biomasse en dessous de 50% sur les dernières saisons de chauffe. Et donc, concernant le rapport annuel de la saison de l'hiver 23-24, la commission consultative s'est réunie le 10 mars pour examiner et elle a donc pu donner un avis favorable. Le compte-rendu technique et financier vous est annexé de CQA d'Alkia, qui est donc désormais une entreprise publique, puisque filiale à 100% d'EDF, lui-même entreprise détenue par l'État. Sur la délégation de service public sur le chauffage urbain, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en prendre acte. Pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Et donc, nous tirons justement les conséquences de ces derniers rapports annuels du délégataire, avec une part biomasse relativement faible. Cette part s'expliquant notamment par, et vous l'avez vu dans le rapport annuel, une baisse très forte de la puissance appelée, conséquence directe du réchauffement climatique et de l'isolation des bâtiments.
malgré effectivement le raccordement de nouveaux abonnés, dont dernièrement la Croix-Blanche, l'EHPAD de la Croix-Blanche. Et donc, Dalkia EDF, qui est titulaire depuis 1998 du contrat de délégation de service public, filiale donc à 100% de l'État, est intervenu depuis le début du contrat en accord avec la ville sur plusieurs avenants, le dernier étant notamment en 2017 de la centrale de cogénération, Cogestar 3, au PASA, qui produit à la fois électricité et chaleur. Ce contrat, cet avenant prolongeait la durée du contrat de 8 ans. Les volumes constatés étant proches de 16 gigawattheures en distribution et les volumes prévus étant dans le contrat initial de 44 gigawattheures, on le voit ici qu'il y a eu une évolution très forte à la baisse de la puissance délivrée. Cette baisse de production est due à des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait prévoir à la signature du contrat, c'est l'imprévision. Et c'est, je le disais aux collègues et à la presse, probablement une des premières délibérations concrètes actant le changement climatique sur notre commune. La solution la plus pertinente est donc de procéder au remplacement en lieu et place, c'est-à-dire sur site, de la chaudière biomasse existante datant de 1999, qu'on appelait d'ailleurs chaudière Volcan, d'une puissance de 8 MW, qui est aujourd'hui surdimensionnée, par une nouvelle chaudière biomasse d'une puissance cette fois de 5 MW, qui sera plus adaptée aux besoins de consommation et également nécessitera moins de gaz pour la mise en route. Sachant que la biomasse, c'est-à-dire le bois, est collecté principalement localement par les fournisseurs de Dalkia EDF. Ces travaux seraient réalisés à la fin de la saison de chauffe 25-26, pendant l'été évidemment, pour une mise en service de la nouvelle chaudière sur la saison de chauffe 27-28, c'est-à-dire effectivement autour d'octobre 2027. La politique actuelle d'aide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, permettrait de bénéficier sur ce projet d'une subvention évaluée à 1,4 million d'euros pour le délégataire. Les modifications proposées au contrat, ainsi que l'arrêt de la cogénération qui était programmé, permettront d'assurer une mixité tarifaire en passant de 61% d'énergie renouvelable, donc de bois actuellement, et de cogénération, à 80% de pure biomasse après 2030, contribuant ainsi à la décarbonation de notre réseau. Si bien que la moyenne de kilogrammes par mégawattheure produit passerait de 120 kg par mégawattheure actuellement à 45 kg par mégawattheure. C'est un élément important pour les grandes entreprises qui se développent ou qui cherchent à s'installer, de connaître la teneur en carbone du mégawattheure fourni pour le chauffage. Et nous avons eu un exemple très récent d'une entreprise avec laquelle nous discutons et qui est très soucieuse de son empreinte carbone pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale et pour laquelle, effectivement, il est important de descendre bien en dessous de 100 kg par mégawattheure. Il convient donc d'adopter une modification du contrat sous forme d'avenant 10, dont les clauses principales, le contrat vous est annexé, sont l'investissement par le délégataire dans une nouvelle chaudière biomasse en remplacement de l'existante, la possibilité de raccorder 3 nouveaux abonnés, dont un industriel, donc les 3 nouveaux abonnés ce serait Odyssée Loisirs, donc un bâtiment de la communauté de communes, le béguinage du lieu-dit La Grande Corvée, c'est le terrain que nous avons vendu à la fondation Vivre en Béguinage, dans laquelle Action Logement vient de rentrer et qui donc devrait amener à la construction. Le montage est en cours de finalisation dans la construction d'un béguinage, donc la Grande Corvée, à côté de la Griotière, sur cette parcelle à l'arrière de l'ancien magasin JTEM. Et puis DIM, notamment à Saint-Andoche, qui n'est pas aujourd'hui raccordé, dont certains bâtiments ne sont pas raccordés au réseau de chauffage urbain.
La prolongation du contrat soit d'une durée, cette fois, de 10 ans, jusqu'au 30 juin 2040. Et la valeur résiduelle en fin de contrat à la charge de la commune est de 4 millions d'euros. Donc ça, c'est très classique. C'est la valeur qui sera intégrée dans le contrat suivant à compter de 2040. La modification des tarifs applicables à compter du 1er mars 2026 et l'adoption de nouvelles formules de révision. Donc il n'y a pas de modification de tarifs en tant que tel. Les formules de révision s'appuieront sur le bois réellement consommé et donc elles sont réactualisées pour tenir compte effectivement du bois qui sera, des qualités de bois qui seront consommées dans la nouvelle chaufferie. L'intérêt de consommer plus de bois, c'est que le bois pour l'instant est moins volatile que le gaz, moins soumis notamment grâce à son approvisionnement local aux événements géopolitiques et donc moins susceptible de s'enflammer, sans jeu de mots. Donc l'avenant prévoit que ces investissements soient réalisés sans augmentation significative du tarif, supporté par les abonnés. Donc on répète que les abonnés, ce sont des abonnés dans notre réseau qui sont des personnes morales, des entités telles la ville, la communauté de communes pour la piscine, l'OPAC, etc. L'avis favorable de la commission DSP a été obtenu le 7 mars 2025. L'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux a été obtenu le 10 mars 2025. Il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 10 à la convention prévoyant construction en lieu et place de la chaudière biomasse existante sur le site de Saint-Pantaléon, d'une nouvelle chaudière de 5 MW et prolonger la durée de 10 ans. D'autoriser Monsieur le maire ou l'un des adjoints ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier et de conditionner, c'est important, la signature de cet avenant à la validation par l'ADEME du principe de versement d'une subvention en soutien à ce projet pour deux raisons. D'une part, 1 400 000 du fonds chaleur de l'ADEME permettent d'équilibrer l'opération pour le délégataire. D'autre part, le fait que l'ADEME octroie une subvention validerait cette stratégie de reconstruction, étant donné le réchauffement climatique en cours, d'une centrale. Donc l'ADEME nous a indiqué que pour qu'elle étudie ce dossier en juin, il fallait que le projet soit délibéré. Donc nous délibérons sur ce projet. L'ADEME, dans son comité d'engagement régional, donnera un avis en juin sur l'opportunité du projet et la possibilité de bénéficier d'une subvention. Et le cas échéant, nous pourrons donc mettre en œuvre cet avenant. Marion, qui connaît beaucoup mieux que moi le sujet, voulait en 3 minutes vous faire le point technique sur l'avenant, et puis ensuite je vous propose de passer au vote et aux questions. Marion, allez-y. Voilà. Donc la nouvelle directrice des services techniques de la ville, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je parle notamment pour ceux qui sont dans le public ou en visio et qui n'ont pas encore découvert Marion Fonck, qui nous vient de Saint-Marcel et dont un des premiers gros dossiers a été de conclure et de négocier avec Dalkia EDF cet avenant. Alors Marion, si vous pouvez nous préciser en 3 minutes effectivement les conditions techniques et précisément la teneur de cet avenant numéro 10. Merci Monsieur le maire. Alors dans cet avenant numéro 10, il y a un investissement porté par le délégataire à hauteur de 7,8 millions d'euros. Qui consiste, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le maire, au remplacement en lieu et place de la chaudière de Saint-Pantaléon, qui effectivement était une chaudière volcan qui était un prototype, donc qui date de 99 et qui arrive en fin de vie. Il y a aussi du coup 700 000 euros de travaux sur le réseau pour reprendre des portions de réseau qui sont précisées exactement dans les annexes. On a tout le détail de ces 700 000 euros. Et après, il y a à peu près 800 000 euros qui sont liés à des frais de maîtrise d'œuvre interne et d'ingénierie. Voilà ce qu'on peut dire. Sur la partie technique, le descriptif des travaux est également détaillé dans l'annexe. Avec
un détail assez précis par corps d'État des travaux qui sont prévus. Et il y a notamment sur ces travaux-là, sur la chaudière, sur la nouvelle chaufferie de prévu, un condenseur qui permet de récupérer la chaleur des fumées et donc d'optimiser le rendement et le fonctionnement de la nouvelle chaudière. Voilà, c'est pour la partie investissement. Merci beaucoup. Donc des investissements importants de Dalkia qui passera des appels d'offres puisque c'est une entreprise soumise au code de la commande publique et effectivement eh bien un réseau qui se donne un avenir pour les 10 prochaines années avec également une décarbonation qui est ciblée sur cet avenant. C'était pas forcément le cas quand on a signé l'avenant sur la cogénération parce qu'on brûlait du gaz. À l'époque, on disait que le gaz, c'était mieux que le fioul pour produire de l'électricité. Bon, et maintenant, l'idée, c'est de sortir du gaz au maximum, du gaz fossile en tout cas, et de pouvoir améliorer la part bois et revenir à la cible que nous avions de 80% sans augmenter les tarifs, mais en étalant l'amortissement sur 10 années de contrat. Sur cet avenant numéro 10, Mickaël Guigeot. Oui, cet avenant est une excellente nouvelle pour la ville et les territoires. J'ai une petite question très technique. Tu parlais à l'instant de raccorder le bâtiment d'Odyssée Loisirs. Je voulais simplement savoir si la salle Joseph Chanliot, qui n'a pas de réelle affectation pour le moment, était-elle déjà raccordée au chauffage urbain Bois Dalkia, et si éventuellement cette salle avait un avenir d'être construite ou détruite ou reconstruite, si on ne devait pas la raccorder au chauffage également en même temps qu'Odyssée Loisirs, si la salle perdure. Alors, dans mon souvenir, la salle est raccordée ou pas. Non, on me dit que non. Donc la salle Joseph Chanliot n'est pas raccordée. Donc il faudra éventuellement le prévoir. C'est une question intéressante. J'avais pas forcément prévu d'en parler sur les salles de sport, puisqu'on a une réflexion importante sur l'avenir des salles de sport, puisque la salle Joseph Chanliot est fermée. Et donc aujourd'hui, nous sommes et c'était une suggestion de ta part d'ailleurs. Nous sommes entrés en négociation pour l'achat de l'arquebuse, puisque nous avons le bail amphithéotique. Il y a une négociation, il y a une ouverture de la part du propriétaire pour l'achat, probablement suite aux échanges qu'il a entendus au conseil municipal, puisque la difficulté c'était que le bail dans 9 ans s'arrêtait et que on cherchait un peu comme avec Dalkia à prolonger le bail, à prolonger la durée de la contractualisation. De nos échanges a surgi de sa part une proposition de cession, et donc proposition que nous étudions actuellement par rapport à la salle de l'Arquebuse. Si cette proposition va au bout, effectivement, et on en reparlera évidemment dans des conseils municipaux, si on arrive à tomber d'accord sur des conditions, un prix, etc., à ce moment-là, la question de la salle Joseph Chanliot sera amenée à être posée en d'autres termes. Puisque au début du mandat, nous avions, avec Éric Marchand et Alain Dichand notamment, profitant de subventions potentielles, notamment en termes de dojo, évaluer le coût du réaménagement de la mise aux normes de la salle Joseph Chanliot, qui est apparu supérieur à une démolition-reconstruction. Donc, si nous avons une solution qui se dessine sur le long terme sur l'Arquebuse, nous serions plutôt amenés à ne pas être dans une reconstruction en termes de salle de sport. Voilà les réflexions aujourd'hui, mais de toute façon, il faudra prévoir effectivement en fonction du projet qui sera amener le chauffage urbain, si c'est notamment du locatif, si c'est un autre équipement public, il faudra effectivement le réseau arrivant, s'il arrive à Odyssée Loisirs, arrivant quasiment au pied,
ce sera effectivement une opportunité que nous regarderons. Voilà, je trouve avec le raccordement de la Croix-Blanche que notre réseau reste attractif. Aujourd'hui, on a quand même une concurrence forte de la pompe à chaleur pour certains projets neufs. Et notre réflexion, elle s'appuie globalement sur l'importance aussi d'offrir un débouché aux exploitants forestiers et aux scieries. Vous savez que nous avons, dans le cadre de cette DSP, également un accord d'approvisionnement en matières premières avec la scierie du Cray. Et donc, il est important et intéressant de pouvoir aussi garder une part de biomasse pour pouvoir offrir un débouché à nos sous-produits du bois. Donc voilà. Mais effectivement, bonne remarque. Il faudra prévoir sur le raccordement d'Odyssée Loisirs, si on pouvait mettre la sous-station en limite de propriété avec la salle de l'Arquebuse, pardon, avec la salle Joseph Chanliot, ça pourrait être tout à fait intéressant à étudier. Voilà, je crois que les négociations avec la communauté de communes ne font que commencer parce que Odyssée Loisirs est chauffé au fioul et qu'on peut débattre pompe à chaleur, réseau de chaleur biomasse. En revanche, fioul, c'est évidemment une énergie de chauffage à éteindre sur le long terme. Merci, effectivement, c'est tout à fait juste. Merci Marion. Y a-t-il d'autres questions, demandes d'intervention? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je cède la parole à Mickaël Guigeot concernant une dénomination de voirie. Monsieur le maire, chers collègues, merci de me donner cette chance et cet honneur de lire cette délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l'article L 2121-29, considérant l'intérêt de la commune à identifier parfaitement chaque voie et site marquant, considérant qu'une allée piétonne bordée d'arbres remarquables située au sein de la parcelle du théâtre romain cadastré 0075 et permettant de rejoindre la rue de la Maladière à la partie supérieure du monument ne porte pas d'identification précise. Considérant que cette année 2025 est célébrée le 40e anniversaire du spectacle historique d'Autun, Auguste Dunhomme, et l'attention s'est portée sur M. Jean-Claude Baudouin, metteur en scène depuis sa fondation en 1985, à l'occasion du bimillénaire de la ville d'Autun. Jean-Claude Baudouin est né le 17 février 1943 à Nice. Il s'installe à Paris, suit des études de décoration et de mise en scène au Conservatoire national d'art dramatique de Paris et devient décorateur en apprenant son métier auprès des maîtres comme Yves Bonnat à l'Opéra de Paris. Il sera le décorateur de plus de 150 œuvres lyriques ou théâtrales comme Carmen, Faust. Il est engagé au sein des grands théâtres pour apprendre les métiers de la scène également, puis s'oriente ensuite vers la mise en scène, faisant entrer le spectacle vivant dans sa vie. Jean-Claude Baudouin prend ainsi la direction de l'Indre, dans la petite ville de Lucelles-Mal, pour créer avec son ami André Chêne une animation autour d'un château du XIVe siècle. C'est le début d'une grande aventure avec des spectacles populaires, historiques, légendaires et fantastiques. Il crée une synergie de travail et de collaboration entre les professionnels pour les éclairages et développe les talents des habitants pour les incarner en acteurs. Autun a fait appel à ses services en 1985 pour fêter son bimillénaire et depuis 40 ans, il est le metteur en scène des spectacles historiques d'Auguste Dunhomme qui accuse plus de 600 000 spectateurs et plus de 5 000 Authunois investis comme acteurs ou figurants. En passant par Valençay, Coucy, Ferrières-en-Gâtinais et Autun, son œuvre s'est étendue dans des lieux prestigieux comme le château de Versailles, Notre-Dame de Paris et même à l'international comme au Québec. Jean-Claude Baudouin donne le meilleur aux amateurs et passionnés depuis 4 décennies pour faire rayonner aux côtés de nombreuses équipes l'histoire d'Autun en lui donnant cette touche féerique et spectaculaire. Il connaît tous ses acteurs, vedettes ou inconnus. Il porte à chacun attention et gentillesse et nombre d'Authunoises et d'Authunois sont attachés à lui. Il est chevalier dans l'Anse du Mérite depuis 2022, remis par Madame Bachelot. Considérant l'avis favorable reçu par M. Jean-Claude Baudouin le 20 mars 2025, il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'autoriser la dénomination de l'allée
Jean-Claude Baudouin, dont le plan figure en annexe, article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Michael, pour cette lecture et merci également à l'ensemble de l'association du spectacle historique d'Autun de sa bienveillance vis-à-vis de Jean-Claude Baudouin qui effectivement a marqué et continue de marquer la ville d'Autun par son action, sa vision de la mise en scène, que ce soit effectivement pour les différents spectacles au Théâtre Romain et très prochainement également sur le spectacle à la cathédrale. Nous adressons toutes nos amitiés à Jean-Claude Baudouin et nous vous invitons d'ailleurs pour le 24 avril à 19h45 au cinéma à une soirée exceptionnelle d'un film qui est réalisé sur les coulisses d'Auguste Dunhomme par Alexandre Florian et qui visera à mettre en avant le travail des bénévoles. Je ne doute pas évidemment que Jean-Claude sera dans les images qui seront projetées, dans le rôle qui est le sien de ami bienveillant mais exigeant de l'ensemble des bénévoles figurants passés, présents et futurs du spectacle historique d'Autun. Donc nous lui rendons hommage par une dénomination de voirie extrêmement symbolique puisque c'est l'allée qui surplombe le théâtre romain, peut-être sa scène la plus prestigieuse, en tout cas j'aime à le croire, et nous lui adressons toutes nos amitiés. Je pense que ce serait un très beau geste si cette dénomination pouvait, mais je n'en doute pas, être adoptée à l'unanimité. S'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité pour l'allée Jean-Claude Baudouin. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut même applaudir. Et j'espère que ces applaudissements seront entendus et nous l'attendons de pied ferme pour la pose de la plaque de dénomination de cette allée en espérant qu'il sera disponible et rétabli pour pouvoir nous rejoindre et profiter de ce moment ensemble. Je vous propose également une dénomination d'espace public proposée par la famille, les descendants, l'entourage de Jean Roideau d'Éléage, un Autunois qui n'était pas reconnu à sa juste valeur et que nous avons souhaité mettre en avant dans un espace nouvellement aménagé. En effet, en 2024, nous avons fait l'acquisition d'une parcelle de jardin, via préemption d'ailleurs, d'une parcelle de jardin arboré d'arbres et d'agréments fruitiers située rue du Vieux-Colombier, qui n'est pas précisément identifiée forêt gourmande dans certaines délibérations de la ville, et sinon uniquement par un numéro de parcelle. Nous souhaitons donner une visibilité publique à Jean Roideau d'Éléage, qui est un illustre entomologiste, botaniste, archéologue autunois, dont la mémoire n'est pas, aujourd'hui, on le disait, valorisée à sa juste mesure. Jean Lazare Roideau, de son nom de naissance, naît à Tavernay le 23 septembre 1794 et meurt à Autun le 22 septembre 1878. Il est ancien du corps des ponts et chaussées, il a été géomètre, conducteur, il a été architecte voyer de la ville d'Autun, c'est un lointain ancêtre de Marion Fonck pour les services techniques, de 1859 à 1866. Et en 1876, il est aux premières loges pour les découvertes d'intérêt archéologique qui vont mener son travail et qui occasionneront le relevé systématique des voiries gallo-romaines. Il a été conseiller municipal d'Autun à une époque où on pouvait être fonctionnaire municipal et conseiller municipal, autre temps, autre mœurs, pendant 33 ans. Et il était, nous dit-on, l'ennemi du bruit et des honneurs. Retiré dans son cabinet d'études, son jardin ou parcourant la campagne pour en découvrir tous les secrets botaniques, entomologiques ou archéologiques. Sa nature calme, son esprit d'observation, l'habitude de se suffire le maintenait dans la sérénité particulière aux naturalistes. Il trouvait dans son intérieur, dans son jardin, avec ses arbres fruitiers, un nouvel élément de travail dans lequel il excellait comme un spécialiste. Il forma ainsi un catalogue important des plantes de l'Autunois et du Morvan,
inséré dans la flore du centre de la France, de 1840, et avait joint à l'étude de la botanique celle de l'entomologie et particulièrement celle des lépidoptères. Et pour ceux que ces sujets intéressent, nous accueillons prochainement un congrès régional de naturalistes dont nous vous donnerons les détails précis ultérieurement et qui fera qu'à Autun se rejoindront un certain nombre de naturalistes autour de passionnés qui ont parfois d'autres métiers, notamment je pense à un qui est un diplômé d'HEC et qui se passionne pour les lépidoptères, comme quoi ça mène à tout, et également de la communauté du Muséum d'histoire naturelle et de la Société d'histoire naturelle d'Autun. Donc un événement scientifique important sur notre commune dans les semaines à venir. Dès 1843, pour revenir à Jean Roideau d'Éléage, il exécuta avec le plus grand soin une série d'aquarelles comprenant 1200 individus appartenant au centre de la France, dont environ 1000 du département de Saône-et-Loire. Ces planches appartenaient en 1879 à son fils, Jules Antoine Roideau, architecte lui à Hendaye. Et puis le 13 février 2019, elles réapparaissent lors d'une vente aux enchères à l'hôtel Drouot, la moitié de la collection étant mise aux enchères. Acquises par un libraire français, ces planches sont vendues à un libraire américain qui lui-même en revend une partie à un autre libraire aux États-Unis. Finalement, un descendant de la famille les rachète à ces libraires américains et les transmet au Muséum national d'histoire naturelle, où elles sont conservées après donc avoir traversé 2 fois l'Atlantique. L'autre moitié de cette collection a été retrouvée à la faveur d'une succession dans une autre branche de la famille et a été donnée à la ville d'Autun en 2024. Elle est désormais conservée et valorisée dans les collections du Muséum d'histoire naturelle Jacques de la Comble à Autun. Les activités professionnelles de Jean Roideau d'Éléage lui permettaient en effet de parcourir le territoire, bien souvent à pied, jusque dans ses recoins les plus isolés. Il avait joint également à la botanique et à l'entomologie l'archéologie au travers du réseau, de l'étude du réseau des voies romaines et des voies romaines en Pays Éduin. C'est lui qui a dressé notamment la carte des routes romaines de l'Autunois et du Morvan. Et puis vous la connaissez probablement, cette carte, puisque ayant étudié l'intérieur de la cité éduenne, il arriva à restituer le système de voirie antique en damier, enseveli sous des paires en blé, sous des constructions de tous âges. C'est donc ce plan à grande échelle de l'enceinte romaine qui a permis de comprendre et aujourd'hui de dénommer les îlots de la ville gallo-romaine. C'est un travail de plus de 50 ans qui revêt un intérêt capital pour l'histoire locale et l'archéologie en général et qui mérita à son auteur en 1869 une médaille de la Société française de numismatique et d'archéologie. Parallèlement à ce travail, Jean Roideau d'Éléage a étudié, relevé et dressé les plans en détail de chacun des monuments antiques d'Autun. Effectivement, il a laissé un précieux album composé de 40 planches, certaines assez connues, qui est conservé par la Société éduenne des lettres, sciences et arts, dite Société éduenne. Donc il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la dénomination du jardin Jean Roideau d'Éléage, situé rue du Vieux-Colombé, dont le plan figure en annexe, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur cette seconde dénomination, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Enfin, nous avons envoyé dans un second envoi pour le conseil municipal, dans les délais, puisque le délai de 12 jours étant considéré uniquement pour le budget, dans le délai normal, une délibération suggérée, exigée par la trésorerie, technique de clôture en fait du budget d'assainissement collectif du SMEMAC, enfin de la ville d'Autun suite à son transfert au SMEMAC. Donc je crois que j'ai dit à peu près tout. Il vous est proposé d'acter le transfert de la compétence, ça c'est fait, et de clôturer le budget du SMEMAC. Sur la délibération 1.9, y a-t-il des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le budget est donc clôturé. Nous pourrons donc reprendre les excédents de clôture et vous verrez dans le budget primitif que la phrase « le budget ayant pour vocation, étant amené à être clôturé » sera naturellement remplacée par « le budget étant clôturé ». Sur maintenant Action Cœur de Ville,
le rapport 2.1, Cathy Nicolaou-Verdonnet. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour poursuivre la dynamique enclenchée grâce à l'OPARU sur le centre-ville d'Autun depuis 2020 et par souci de cohérence avec le programme Action Cœur de Ville en cours sur le centre-ville d'Autun prolongé jusqu'à fin 2026, il est par conséquent nécessaire de prolonger la durée de la convention relative à l'OPARU pour une année supplémentaire et d'y intégrer les dispositions liées aux récentes évolutions de l'ANA, la mise en place de ma prime rénov, parcours accompagné pour les propriétaires occupants et bailleurs sous conditions de ressources, mise en place de mon accompagnateur rénov pour l'accompagnement des porteurs de projets notamment. Considérant que le montant global des aides aux particuliers proposées par la ville d'Autun reste estimé à 1 207 750 € sur la durée totale de l'OPARU, soit 6 ans prévus au lieu de 5 ans. Vous avez d'ailleurs sans doute pris connaissance des objectifs actualisés sur 6 ans sur l'ensemble de l'OPARU. Et avant de proposer au conseil municipal d'approuver cet avenant, je voudrais juste vous donner le bilan provisoire que vous avez sans doute pu consulter en annexe au 24 février avec 879 personnes reçues en permanence, 314 visites de logements immeubles réalisées, 285 contacts et projets sans suite, 129 dossiers immeubles, 6,2 millions de travaux prévus et réalisés, 1,7 million de subventions prévues et engagées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 de la convention relative à l'OPARU sur le centre-ville d'Autun, consistant en sa prolongation pour une année, l'intégration des prestations d'ingénierie demandées dans le cadre de mon accompagnateur rénov et article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup. Nous avons passé un avenant similaire à la communauté de communes. Y a-t-il des questions sur cet avenant? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc, nous mettons à jour la PCP, donc la programmation pluriannuelle des crédits. Cathy Nicolaou. Oui, pour répondre à la prolongation des aides, il convient donc de modifier le phasage des crédits de paiement avec le tableau qui vous est indiqué. Il est proposé au conseil municipal d'accepter cette actualisation de l'autorisation de programme crédit de paiement pour la mise en œuvre d'une OPARU sur le centre-ville d'Autun avec le phasage suivant 2024 178 125,18 €, 2025 619 022 € et donc 2026 245 045,57 €. Il ne s'agit pas d'agrandir l'enveloppe, mais bien de lisser jusqu'en 2026. Pas d'augmentation donc. Il est donc demandé au conseil municipal, article 2, de préciser que les reports de crédits de paiement se réaliseront sur les crédits de paiement de l'année N+1 automatiquement la dernière année. Et article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup. On a également actualisé cette APCP à la communauté de communes pour rajouter une année de crédit. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Action Cœur de Ville, version entrée de ville, avec la création d'un règlement d'aide à la requalification des entrées de ville spécifiques sur les 2 nouvelles entrées de ville qui font partie de la Convention Action Cœur de Ville, le pont d'Arroux et le pont de Saint-Andoche. Cathy Nicolaou. Oui, considérant que dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville 2, les enjeux stratégiques de requalification ont été élargis, comme on vient de le dire, aux quartiers gares et aux entrées de ville. Dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville 2, la ville souhaite travailler sur la qualité des paysages urbains et particulièrement les 2 entrées de ville via la D681 et la D980, c'est-à-dire direction Saulieu pour la D980. Ces entrées de ville ont été délimitées dans le cadre de la convention Action Cœur de Ville 2, opération de revitalisation du territoire. Et les aides dont il est question seront attribuées une fois par an par une commission dédiée qui sera chargée d'étudier préalablement les dossiers. Considérant que le règlement d'attribution de l'aide à la requalification des entrées de ville joint en annexe pour la période 2025-2026 précise les critères d'éligibilité et de priorisation, les modalités de dépôt et d'octroi de la demande de subvention, la composition et le fonctionnement de la commission dédiée. Considérant que cette commission sera présidée par monsieur le maire ou son représentant et composée de 4 autres membres élus du conseil municipal ou de leurs suppléants, précision faite également que ces aides concernent uniquement les bâtiments. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement joint en annexe,
de désigner les membres de la commission d'attribution présidée par Monsieur le maire ou son représentant et composée de 4 autres membres élus du conseil municipal ou de leurs suppléants, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à engager les démarches nécessaires à la mise en place d'une aide à la requalification des entrées de ville dans le cadre du programme Action Cœur de Ville d'Autun, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en place d'une aide à la requalification des entrées de ville dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Sur les infos principales de l'annexe, il est à retenir que la composition et le fonctionnement de la commission, donc une fois par an, comme il a été dit, avec 5 membres à voix délibérative, donc Monsieur le maire ou son représentant à la présidence, Françoise André, Jean-Louis Guillon, Vincent Vautrin et Frédéric Brochot, avec une suppléance assurée par Angéline Gorini. Peuvent assister également à ces réunions avec voix consultative le directeur général des services, la directrice des services techniques, le responsable du service urbanisme, le service habitat de la CCGAM et la cellule Action Cœur de Ville d'Autun. Merci beaucoup. Et donc, nous aurons très probablement des dossiers qui seront déposés sur ces entrées de ville que nous souhaitons requalifier. Nous avons délibéré lors du dernier conseil municipal sur les abords du temple de Janus côté hostellerie du Moulin. Là, il s'agira aussi d'intervenir évidemment côté pont de Saint-Andoche, sur lequel nous allons revenir lors de la délibération suivante. Pour donner de nouvelles compétences d'attribution d'aide à la commission existante des façades municipales, est-ce que vous avez des questions, Michael Guigeot? Oui, effectivement, ce rôle d'entrée de ville, c'est fondamental. C'est l'image de marque de la ville. On a de magnifiques entrées de ville, par le haut de la ville notamment, le lac, etc. Effectivement, ce gros point qui reste à travailler, c'est l'arrivée par Saint-Andoche et le pont d'Arroux. C'est sans doute l'une des entrées les plus fréquentées d'Autun. Et surtout que c'est le passage qui nous amène sur la liaison avec Étang-sur-Arroux, le train, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous soyez très entreprenant sur cette entrée de ville parce qu'elle mérite d'être, on va dire, un peu remaniée à la dimension de la beauté de notre ville. Merci. On va en parler dans une minute avec quelque chose de très précis. Donc sur la mise en place de cette commission, je remercie les collègues, je n'en fais pas partie, qui sont membres de cette commission et qui étudient les dossiers depuis le début du mandat et qui, sans aucune contestation d'ailleurs, ont attribué les aides aux façades en fonction des critères établis et de leur jugement, je crois, quasiment tout le temps unanime sur les dossiers présentés. Alors qu'arrive sous vos applaudissements, Roger Vernet. Merci Roger. Donc sur cet règlement d'aide à la requalification des entrées de ville, y a-t-il d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je propose à Jean-Louis, justement, de nous parler de l'entrée de ville côté pont de Saint-Andoche. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit de l'acquisition de parcelles de terrain de route de la Jeune-Toit. Considérant que cet ensemble est situé à Autun sur les parcelles cadastrées AB numéro 129, 130, 131 et 132, d'une surface totale estimée à 2900 m², considérant que monsieur et madame Montcharmont ont accepté de céder à la ville d'Autun cet ensemble pour la somme de 20 000 €, considérant que l'acquisition de ces parcelles s'inscrit dans le programme Action Cœur de Ville 2 et plus particulièrement la requalification des entrées de ville. Considérant que les frais d'acte seront à la charge de la ville d'Autun, considérant que depuis l'arrêté du 5 décembre 2016, seules les demandes d'évaluation concernant des projets d'acquisition d'un montant égal ou supérieur à 180 000 € sont réglementaires, il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'approuver l'acquisition des parcelles AB 129, 130, 131 et 132, appartenant actuellement à monsieur et madame Montcharmont pour une surface totale de 2900 m² environ. Article 2, d'approuver cette acquisition pour un montant de 20 000 €, les frais d'acte étant à charge de la commune. Article 3, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci. Merci beaucoup. Vous avez le plan en annexe. Donc on parlait justement de l'entrée de ville. On a aujourd'hui
2 bâtiments en ruine, une ancienne forge, je crois, qui sont sur un terrain inondable, donc non constructible. Et donc nous allons faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois embellir et renaturer cette parcelle. Donc ça suppose effectivement de l'acquérir pour 20 000 euros, et puis ensuite nous avons prévu dans notre marché de démolition de pouvoir l'inclure voilà, aux frais de la commune, étant donné que l'initiative privée n'a pas amené à faire évoluer cette parcelle. Le fait est qu'étant inondable, elle est également peu attractive pour y entreprendre des travaux. Merci à la famille Montcharmont d'avoir accepté de discuter avec nous et au bout de longues négociations d'avoir accepté la proposition financière de la ville d'Autun. Sur cette parcelle en entrée de ville, y a-t-il d'autres questions? On a mis des photos, je crois. Je pense que vous la voyez bien. Sinon, c'est le moment d'aller prendre des photos avant qu'on rase le terrain. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons à la rétrocession des arcades. Alors, il y a un point cœur de ville qui est dans affaires financières parce que c'est une garantie d'emprunt, c'est le 5.8, donc on reviendra à un aspect cœur de ville en 5.8. On passe, même si on est toujours sur le cœur de ville, sur le plan d'investissement local pour l'accompagnement de la transformation des établissements hôteliers. Donc ce n'est pas la première délibération que nous prenons, puisque nous avons délibéré en 2019 pour instaurer un droit de préemption sur les fonds de commerce, de l'artisanat et de proximité, donc un périmètre de préemption renforcé qui incluait l'avenue de la Gare jusqu'à précisément l'hôtel des Arcades. Puis le 30 décembre 2023, nous avons signé la convention Action Cœur de Ville 2 avec des axes bien définis et notamment les entrées de ville. C'est ensuite en 2024 que nous avons, en juillet, que nous avons exercé le droit de préemption commerciale, donc sur le fonds de commerce, à l'occasion de la vente de ce fonds situé 22 avenue de la République. Donc de la déclaration d'intention d'aliéner qui nous est parvenue. L'acte authentique portant cession du fonds de commerce a été établi le 17 octobre 2024, notamment suite à plusieurs volontés de rétractation du vendeur qui avait déjà par le passé eu un comportement assez erratique sur la cession de son fonds de commerce, motivant l'intervention publique pour mettre un terme à la gestion précédente qui était notamment reconnue comme une des pires au vu des articles et des appréciations sur les sites spécialisés au niveau régional, voire national. C'est ainsi que le Conseil municipal a délibéré le 10 février 2025 pour approuver le cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce, puisque après la préemption, nous avons donc confié le fonds en location-gérance, ce qui nous donnait pour la loi, selon la loi, 3 ans pour rétrocéder, et nous avons finalement souhaité rétrocéder dès 2025 avec un cahier des charges de rétrocession qui a été approuvé donc le 10 février avec une commission réunissant les partenaires dans le cadre du programme Action Cœur de Ville de rétrocession. Donc l'hôtel des Arcades dispose d'une capacité de 29 chambres avec une salle de restauration, de cuisine, préparation du petit déjeuner, des salons de repos. Les études menées depuis 2017 par la ville d'Autun et par la communauté de communes pointent justement le manque d'établissements hôteliers qualitatifs sur le 2 étoiles en particulier, avec une possibilité réduite d'accueillir des groupes, étant donné que désormais la taille critique des hôtels se situe plutôt autour de 50 à 60 chambres. On l'a vu notamment avec la cession difficile d'autres hôtels de moindre capacité. Il est donc préconisé à la ville de choisir une stratégie de montée en gamme de parcs hôteliers. C'est ainsi d'ailleurs que la communauté de communes
la ville et la CCI ont signé un accompagnement sur 1 an, dont la mission débute actuellement, concernant la stratégie hôtelière et d'hébergement de la ville, mais aussi de l'ensemble du territoire touristique. Conformément au Code de l'urbanisme, un avis de rétrocession a été affiché en mairie pendant la durée réglementaire de 15 jours. Le prix minimal fixé par la ville de rétrocession était fixé dans le cahier des charges que nous avons approuvé au prix de préemption de ce fonds, c'est-à-dire 110 000 € minimum. La ville a reçu une unique candidature. Cette candidature a été étudiée par la commission composée donc d'élus de la municipalité, d'un représentant de l'office de tourisme, d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire et d'une personnalité qualifiée n'appartenant pas à la majorité municipale, qui est donc un retraité chef d'entreprise. Cette commission s'est réunie en mairie le 18 mars 2025 pour auditionner le candidat. L'avis de cette commission, à l'unanimité des personnes, s'est donné comme conclusion un avis favorable pour le projet de la société Hôtel-Restaurant du Morvan, HRM, représenté par M. Thomas Dunoyer, dont le siège social est situé à Autun, 20 avenue de la République, conforme à ce qui est demandé dans le cahier des charges de rétrocession, et le preneur a accepté de payer donc le montant minimal proposé, c'est-à-dire 110 000 €. Par courrier, nous avons demandé l'accord prévu par la loi du propriétaire des murs, qui est la SCI JBTD Invest. Cet accord a été obtenu favorable à la rétrocession du fonds de commerce à la société HRM. Il est donc demandé, à l'issue de cette procédure relativement longue finalement, mais assez rapide étant donné la limite maximum de 3 ans, d'approuver la rétrocession du fonds de commerce des Arcades au bénéfice de la société Hôtel-Restaurant du Morvan au prix de 110 000 €, les frais étant à la charge de l'acquéreur, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce projet. En annexe, vous avez notamment l'accord de principe du propriétaire des murs. Donc voilà, etc. Et donc également d'autres éléments qui peuvent être précisés si vous avez des questions. Michael Guigeot. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, je voulais juste déjà saluer le travail de la commission sur ce sujet et aussi saluer les personnes, les investisseurs qui veulent croire en Autun. C'est-à-dire que ce sont des sommes importantes et ça requalifie et ça dynamise la ville. Donc déjà, ces personnes qui prennent des risques pour le bien de notre ville et son avenir, je tiens à les saluer. Et pour aller un peu plus loin, comment la ville, le territoire, va se positionner pour faire en sorte d'avoir une clientèle à l'intérieur de ces établissements. Moi, ce que je souhaiterais pour l'avenir de cette ville, c'est que simplement, on ait une stratégie globale d'attraction des visiteurs qui soit des touristes, en faire une terre de congrès et de séminaires et une terre d'événements. Et je pense que la ville doit être moteur, je développerai ça dans mon analyse du budget dans quelques instants, mais voilà, on a des gens qui font le meilleur d'eux-mêmes pour investir. Comment nous, on peut aussi être en capacité d'être attractifs et de faire que ces établissements soient correctement remplis. Merci beaucoup. Effectivement, on a la chance d'avoir, et de toute façon, il n'y a pas d'hôtel sans hôtelier, donc on a la chance d'avoir des groupes hôteliers qui se mettent en mouvement et prennent des risques pour leur territoire. Le plan d'investissement local pour l'accompagnement et à la transformation des établissements hôteliers, c'est un plan effectivement sur les murs, finalement, murs et fonds. Et il doit nécessairement s'accompagner par le développement de l'offre touristique. Alors, je reviens un instant sur l'accompagnement sur les murs et ce plan local, puisque si nous le menons, c'est que nous pensons qu'il y a un potentiel à exploiter. Ce plan, il permet de travailler
sur les hôtels qui sont aujourd'hui fermés, avec un accompagnement juridique très fort sur les dossiers qui sont bien connus et qui nous préoccupent et sur lesquels nous avançons. Je reviendrai pas, je pourrais détailler par ailleurs, mais nous avançons lors de la CCID. C'était un sujet sur lequel nous avons évidemment avancé et j'espère que la procédure pourra se terminer peut-être cette année. L'ambition de ce plan, c'est en 2028, à l'ouverture du musée Panoptique, de retrouver une offre hôtelière de qualité en nombre suffisant, celle qui existait finalement avant la fermeture de l'hôtel Saint-Louis, quand l'hôtel Saint-Louis était ouvert, avant la cession de la Tête Noire, avant la gestion un peu calamiteuse des dernières années des Arcades, avant la liquidation temporaire de l'hôtel des Ursulines. Et donc cela suppose d'avoir une gestion sérieuse des hôtels qui restent, d'avoir un accompagnement extrêmement fort sur les hôtels qui sont temporairement fermés, et puis, on l'a vu lors du dernier conseil municipal, d'envisager la construction d'hôtels nouveaux. De la même manière, et en parallèle, nous ne sommes pas dans une politique anti-Airbnb, mais au contraire, nous étions avec Cathy Nicolaou il y a quelques jours dans l'ancien siège des services techniques avenue de la République, qui est aujourd'hui reconverti en appart-hôtel haut de gamme. C'est quelque chose qui, effectivement, même si les investisseurs n'ont besoin ni de subventions ni d'emprunts bancaires pour leurs projets, mais en tout cas, c'est le genre de projet qui est tout à fait bénéfique pour la ville et contre lequel nous n'avons pas d'a priori, puisqu'il faut développer également les offres d'hébergement haut de gamme, qu'ils soient hôteliers ou non hôteliers. Néanmoins, et j'en viens à la question touristique, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi recevoir des groupes et pour des événements, typiquement Rallye de la Châtaigne ou Laboratoire de la République ou autres, nous étions très fortement questionnés. Est-ce que des groupes pourront venir? Est-ce que nous pourrons organiser des événements? Est-ce que nous pouvons faire venir des groupes constitués? Donc il y a un vrai enjeu, notamment sur la taille critique des hôtels pour ces groupes. Et ensuite, c'est toute la question de l'offre touristique. Donc le musée Rollin, on en reparlera dans les délibérations suivantes, son extension et sa prolongation, sa rénovation sont effectivement au cœur d'une stratégie autour de laquelle s'articule nécessairement les hauts-quartiers avec le Trésor, sur lequel on reviendra aussi tout à l'heure, l'ouverture du Trésor et la gestion du Trésor par la ville d'Autun, ce qui est très rare pour être souligné, mais également effectivement tout un ensemble d'offres et de communication autour de l'événementiel. Cet été, effectivement, sur la cathédrale, le spectacle historique qui se déploiera, mais aussi, et je partage entièrement cette analyse, le fait d'être un centre de congrès, ou en tout cas de rendez-vous, de conférences, d'événements nationaux. Nous avons eu l'Association des petites villes de France, le Laboratoire de la République, où on annonce un certain nombre de personnalités et un événement qui sera probablement 2 fois plus grand que l'an dernier. Le développement d'événements sportifs de niveau national avec autour du VTT, autour du rallye et donc le soutien à ceux qui veulent faire bouger le territoire et qui se mettent en capacité d'organiser des événements ou des réunions ou des congrès qui peuvent d'ailleurs être très professionnels. Je termine mon propos par là. Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir le congrès de l'Association française de l'éclairage, un sujet qui est extrêmement important, extrêmement intéressant. Bon, il y a des professionnels, quand ils se retrouvent, s'ils se retrouvent à Autun, c'est effectivement très technique, on n'en parle pas forcément trop, mais s'ils viennent, c'est parce qu'ils veulent partager un bon moment. On se retrouve dans des salles de séminaire il commence à y en avoir, qui sont tout à fait agréables, avec une offre de restauration et d'hôtellerie aussi agréable.
mais je pense qu'on est en capacité d'accueillir aussi un nombre important de réunions professionnelles, B2B, ou en tout cas pas forcément publiques, mais qui font que se réunissent à Autun des experts ou des chefs d'entreprise ou des commerciaux de différents départements pour se parler annuellement. C'est effectivement là aussi un travail d'aller les accompagner, d'aller les chercher et de les inciter à se retrouver dans la ville. Et ça s'appuie évidemment sur l'Office de tourisme qui fédère les stratégies, les énergies, les individus. On salue toute l'équipe et évidemment le nouveau président, la vice-présidente de la communauté de communes qui se démène pour là aussi faire rayonner le territoire. Et je crois qu'il y a bientôt le lancement de la saison touristique. Ce sera un moment fort qu'il faudra aussi relayer. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un guide, les 100 plus beaux détours de France, qui est disponible à l'entrée de la mairie, qui est disponible un peu partout, du réseau 100 plus beaux détours, que nous avons adhéré au réseau des véhicules d'époque, qui prévoit aussi un événement sur le 4 mai sur la ville, et que toute personne qui a des suggestions ou des idées dans ce domaine sera le bienvenu pour pouvoir effectivement développer notre offre. Voilà, j'étais un petit peu long. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres demandes d'intervention? S'il n'y a pas d'autres questions ou demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote sur la rétrocession. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je vous propose, avant de revenir au 5.8, de passer au 4.1 sur les emplois non permanents. Et c'est Alain Dichand qui nous parle des saisonniers. Merci, monsieur le maire. Le Code général de la fonction publique permet au conseil municipal le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. En raison des tâches à effectuer lors de la saison touristique, il est nécessaire de créer 9 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité et d'autoriser le recrutement de 9 contractuels. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la création de 6 emplois non permanents pour effectuer les missions d'agent d'accueil à la direction des musées, d'approuver la création de 2 emplois pour effectuer les missions d'agent d'accueil à la direction des sports et handisports, d'approuver la création d'un emploi pour effectuer les missions d'agent d'accueil à la direction de la vie du citoyen, de fixer la rémunération en fonction des diplômes, des compétences et de l'expérience professionnelle des agents recrutés, d'approuver, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout acte s'y rapportant. Merci de votre attention. Et merci beaucoup. Donc, 6 adjoints du patrimoine à la DMP, 2 adjoints techniques à la direction des sports et handisport pour l'espace sport nature, et 1 adjoint administratif à la direction de la vie et du citoyen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La DMP, c'est notamment pour gérer le trésor. Vous saviez qu'on avait vraiment réduit le nombre de saisonniers, et puis l'État nous a pas forcé la main, mais enfin, on est partenaire de l'État et du Centre des Monuments Nationaux pour la gestion du trésor, et donc on est obligé de recruter sur cette fonction. Y a-t-il des questions sur les emplois saisonniers? Pas de questions. Merci aux services qui font un bon travail, parce que j'ai vu que ça faisait polémique dans une commune où ils s'étaient trompés sur la rémunération. J'ai lu ça dans le journal de Saône-et-Loire, et du coup la maire était bien embêtée et les saisonniers n'étaient pas bien rémunérés. Enfin bon, voilà. Et donc merci aux équipes qui suivent ça de près, parce que petite anecdote personnelle, j'ai été moi-même stagiaire et avec une erreur de rémunération. Et c'était pas forcément évident de subsister le temps que ce soit régularisé. Mais j'ai bien récupéré depuis. Merci en tout cas au service RH, parce que c'est aussi du boulot de recruter, etc. Merci au syndicat à l'époque qui m'avait défendu pour que je puisse être rémunéré de 400 € pendant le dernier mois de mon stage.
dans un journal de la presse écrite d'ailleurs, qui avait fait une erreur. Bon, bref. Merci beaucoup. Je crois qu'on a voté. Je vous propose donc maintenant, sur un sujet beaucoup moins léger, de passer la parole à Gauthier Jiménez pour nous parler du recrutement d'un contractuel spécial pour le musée Rollin. Bien, merci Monsieur le maire. Ce recrutement concerne la création d'un emploi non permanent afin d'effectuer une mission de recherche de provenance sur les collections du musée Rollin. Et cette autorisation de recrutement d'un contractuel sur le fondement de l'article L332-23 du Code général de la fonction publique. Alors, afin de vous retracer un bref historique, en décembre 2023, suite à une donation, la direction des musées du patrimoine s'est illustrée et est parvenue à tracer la provenance d'un bien spolié qui a été restitué fin décembre. Alors, la plupart des musées les musées ont cette obligation de recherche de biens et la loi cadre de juillet 2023 sur la restitution des biens culturels spoliés par les nazis crée une dérogation au principe d'inaliénabilité et fixe un cadre permettant la sortie du domaine public de biens spoliés. La DRAC, suite à cela, a été sollicitée et a consenti une subvention de 25 000 € qui sera justement utilisée afin de permettre le recrutement de ce chargé de recherche en 2025. Il sera donc proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité de la direction des musées du patrimoine. Et article 2, de fixer la rémunération, bien entendu, en fonction des diplômes, des compétences et de l'expérience professionnelle de cet agent. Merci beaucoup. Donc c'est une mission financée, là aussi c'est exceptionnel, à 100% par l'État, pour aller donc réinspecter toutes les collections de la ville, notamment celles qui seront destinées à être exposées au musée Panoptique, afin de potentiellement trouver ou pas des biens qui auraient été spoliés par les nazis aux propriétaires légitimes juifs entre 1933 et 1945. Voilà, une subvention de 25 000 € pour couvrir ce chargé de recherche sur cette année, et nous vous tiendrons évidemment au courant des résultats. Michael Guigeot. C'est très très intéressant sur le fond. Est-ce qu'on aura un compte-rendu à un moment donné des travaux, de ces recherches? Ça me paraît quand même assez intéressant historiquement. En tout cas, nous étions effectivement en ville occupée. Donc je pense que nécessairement, il y a dû se passer hélas, des choses de ce genre. Et je pense que c'est une mission d'un peu plus d'1 an, hein, vu les collections qu'on a. Peut-être qu'il y aura un renouvellement. Alors je gage bien entendu qu'un compte-rendu sera rédigé et que bien entendu si des biens spoliés sont retrouvés, peut-être que nous pourrons envisager la même chose que ce qui avait été envisagé en décembre 2023. C'est même pas peut-être, c'est absolument certain. Voilà, si on identifie des biens spoliés, ils seront immédiatement restitués à leurs propriétaires légitimes. Et donc la mission initiale de 12 à 18 mois, effectivement, on verra si elle peut être amenée à être prolongée. On demandera une subvention potentielle de l'État et on fera un compte rendu. Il y a des spécialistes qui sont pressentis pour faire cette mission et on en fera un compte rendu au conseil municipal s'il y a quelque chose à trouver, en espérant que ce compte rendu soit vide. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut espérer d'ailleurs, mais en tout cas, on fera le compte rendu de cette recherche d'œuvres potentiellement spoliées aux Juifs. Voilà. Français, tu voulais dire un mot, non? Non, tu as ton micro ouvert. Alors, je vous propose de donc passer au vote. Il n'y a pas d'opposition, d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Et donc, Céline Goudier-Posva va nous parler du risque statutaire. Alors, contrat d'assurance risque statutaire, gestion confiée éventuellement au centre de gestion de Saône-et-Loire. Considérant que la ville d'Autun a l'opportunité de souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire, garantissant une partie des frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut des agents. Considérant l'opportunité de confier au centre de gestion de Saône-et-Loire le soin d'organiser une procédure de mise en concurrence, considérant que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte,
si les conditions obtenues donnent satisfaction à la collectivité. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le centre de gestion de Saône-et-Loire à lancer une procédure de marché public en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. Tu m'entends pas? Merci beaucoup pour cette... Ah pardon. Je suis désolé. Je m'excuse. Donc les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants. Je vous laisserai lire vous-même. Ces contrats devront également avoir les caractéristiques d'une durée de contrat de 4 ans à effet du 1er janvier 2026 et d'un contrat de capitalisation. Article 2. De préciser que la décision éventuelle d'adhérer au contrat proposé fera l'objet d'une délibération ultérieure. Et article 3. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier, notamment une convention spécifique avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire. Là, c'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer au vote. Il n'y a pas de questions sur ce contrat très classique avec le centre de gestion de Saône-et-Loire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose de faire une petite pause juste avant les affaires financières pour qu'on soit en forme pour les affaires financières. En attendant, il y a la présentation de l'état annuel des indemnités des élus. Nous avons passé au conseil communautaire. C'est pas encore la pause, hein. Mais vous écoutez rien du tout, hein. C'est à la fin de ressources humaines. Bon. Allez, Alain, il ne reste plus que toi et Cathy entre nous et la pause. Alors, vas-y. J'y vais. Considérant que chaque année, les communes établissent un état représentant l'ensemble des indemnités de toute nature, en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, considérant que cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libérées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. Merci. Et comme vous le savez, nous percevons des indemnités inférieures au plafond prévu par la loi, ce qui du coup fait des économies chaque année à la commune. Pour info, en ce qui me concerne, merci de l'avoir précisé d'ailleurs, c'est 2600 € par an que je rends à la ville d'Autun par rapport au montant légal. Voilà pour ces indemnités qui font maintenant l'objet d'une délibération annuelle en euros, ce qui permet à chacun de savoir que c'est pas extrêmement rentable d'être élu étant donné le niveau d'implication et le degré d'emmerde qu'on ramasse avec. Sur ce rapport sur les indemnités, y a-t-il d'autres observations? Pas d'observation. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Et je vous indique que la formation est une obligation annuelle et nous passons un bilan des actions de formation et toutes les personnes n'ayant pas été en formation en 2024 sont invitées à le faire en 2025. Il y a tout un catalogue, notamment de l'association des maires de Saône-et-Loire. Il y a le droit individuel à la formation et il y a le droit collectif à la formation via le budget municipal. Cathy Nicolaou nous détaille cela. Merci. Les frais de formation des élus sont une dépense obligatoire de la collectivité et donc chaque année, une enveloppe financière est prévue à cet effet après recensement des besoins des élus. Et chaque année, les communes établissent un état présentant le bilan de l'action de formation des élus. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte de l'état présentant le bilan de l'action de formation dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. Et comme vous avez pu le constater en annexe, cette année, la palme d'or de la formation revient
à Vincent Chauvet, monsieur le maire. Puis je précise tout de même que parfois les élus participent à des formations qui sont gratuites et qui, par conséquent, ne rentrent pas dans ce bilan. C'est même encore mieux. Merci. Ou via d'autres mandats d'autres collectivités auxquelles vous participez qui peuvent prendre en charge des actions de formation. C'est tout à fait exact. Et donc, je suis maintenant au point sur les budgets verts et vous verrez que c'est un sujet que nous découvrirons pour la première fois lors du compte administratif de cette année. C'est une obligation des grandes collectivités de présenter leur compte administratif en investissement cette année, en fonctionnement également l'an prochain, sous une déclinaison écologique. Voilà. Sur ce bilan de l'action des élus, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. On fait une pause de 5 minutes.